Henri Guénaud, on va parler du gaullisme maintenant, auquel vous voulez vous rattacher de votre candidature à la tête de l'UMP. Reportage de Farida Setiti. C'est l'avènement du peuple en tant que tel et collectivement comme la source du pouvoir du chef de l'État et, le cas échéant, comme le recours direct de celui-ci. L'avènement du peuple comme source du pouvoir, telle était la définition du gaullisme par le général. Et près de 50 ans plus tard, cette doctrine est dans tous les esprits. Tous les candidats à la présidence de l'UMP, ou presque, s'en réclament. Pour eux, c'est l'exemple à suivre. C'est plutôt une excellente chose. Ça veut dire que les valeurs fondatrices du gaullisme restent des valeurs d'avenir. Des valeurs d'avenir, c'est également ce que pense Gérard Larcher. Pour le sénateur UMP, comme pour beaucoup d'autres, le gaullisme est la solution pour demain. Le gaullisme, c'est pas simplement une nostalgie, c'est pas simplement un temps de l'histoire, c'est une attitude et une posture qui peuvent répondre, j'allais dire, aux attentes de notre pays aujourd'hui. Du côté de ces jeunes UMP venus soutenir Jean-François Copé, et le gaullisme, c'est une certaine idée de la France, mais aussi... C'est de se dire qu'on est d'une droite décomplexée, qui n'a pas à dire, qui n'a pas honte de dire qu'elle est fière de son pays. Je pense que c'est aussi une méthode. Sarkozy était dans son style gaulliste, comme Chirac l'avait été dans son genre également. On peut tous réclamer du gaullisme, mais je pense qu'avant tout, c'est une capacité d'adaptation à la situation actuelle. Vous auriez envie de dire à Henri Guénaud lorsqu'il dit justement qu'il ne se retrouve pas dans ses discours gaullistes, et encore moins séguénistes? C'est qu'il faut qu'il fasse des discours pour Jean-François Copé. En effet, la spécificité d'Henri Guénaud, c'est justement de vouloir réintroduire la référence du gaullisme comme colonne vertébrale du parti. Monsieur Guénaud, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, qu'est-ce que vous auriez à répondre à ces jeunes D'abord, c'est UMP? bien résumé, du gaullisme comme colonne vertébrale de l'UMP. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait que du gaullisme à l'UMP. Il y a d'autres familles politiques, mais je pense qu'il y en aurait un peu plus, même beaucoup plus, ça serait bien. Mais quand même, quand vous dites, je cite, « Moi, je veux qu'à l'UMP, on soit fier d'être gaulliste. » Je veux, dites-vous, incarner cette fierté. Vous estimez vraiment être le seul aujourd'hui à incarner ce gaullisme? Non, moi, je ne distribue pas de brevet de gaullisme. À quel titre, d'ailleurs? Mais moi, j'ai une conception du gaullisme. Le séguinisme a été une de ces expressions plus récentes. Et l'idée que je m'en fais, je ne la retrouve pas dans le débat actuel. Mais voilà. Monsieur Guénaud, les autres aussi se réclament du gaullisme. Mais vous avez François Fillon, vous avez Jean-François Copé. Oui, bien sûr, alors... non, mais tout le monde est gaulliste en France. Si tout le monde est gaulliste, simplement, la politique gaulliste, elle a disparu. Voilà. Sauf, je vais vous dire, le seul homme politique qui finalement, de façon peut-être inattendue pour beaucoup, a été le plus gaullien depuis la mort de Georges Pompidou, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà. Moi, on m'a demandé un jour, mais vous êtes gaulliste, Sarkozy? J'ai dit, je suis sarkozyste. Je suis devenu sarkozyste parce que j'étais gaulliste. Voilà, je me suis retrouvé dans la synthèse que Nicolas Sarkozy avait faite des différentes sensibilités de l'UMP, dans ce volontarisme politique, dans la vision qu'il a fini par se forger du rôle de la France dans le monde. Voilà, je ne la retrouve pas là dans tout ce que j'entends. Mais Nicolas Sarkozy a dit lui-même que le gaullisme était mort avec le général. Oui, je vais vous dire exactement la même chose, madame. C'est-à-dire que le gaullisme, ça commence avec le général de Gaulle et ça finit avec lui. Le gaullisme, c'est une histoire. C'est l'histoire de l'action du général de Gaulle, en gros du 18 juin jusqu'à son départ en 1969. Qu'est-ce que ça veut dire être gaulliste? Ça veut dire trouver encore une signification politique et morale à cette histoire. Voilà. Alors moi j'employais, enfin je disais jamais je suis gaulliste, je suis gaulliste. Simplement, à un moment, vous n'arrivez plus à vous définir autrement. J'ai plus trouvé de mots dans le lexique de la politique française pour définir ce que j'étais. Alors j'ai fini par dire, bah oui, je suis gaulliste, je le revendique et j'en suis fier. Et ça veut dire beaucoup de choses. Par exemple, il y a un jeune disait tout à l'heure, ça veut dire être droite décomplexée. Non, moi je me reconnais pas dans droite décomplexée. Justement, je voulais vous dire, la droite décomplexée, Nicolas Sarkozy, lui, a bien dit qu'il était de droite, fier de l'être, et qu'il assumait. Alors, est-ce qu'il pouvait être gaulliste? Il a dit ça avant la campagne présidentielle de 2007. Bon, vous ne l'avez jamais entendu, ni tellement pendant la campagne, ni pendant les 5 ans, ni pendant la dernière campagne présidentielle, dire cela. Voilà. Donc, on m'a posé la question l'autre jour, la droite décomplexée. J'ai rien contre. Je veux dire que je suis pas. Il y a des gens que j'aime bien, que je respecte, qui disent je suis de droite décomplexée. J'ai répondu, moi, je suis gaulliste décomplexé. Or, le gaullisme, c'était quoi? D'abord, c'était la volonté de dépasser ces clivages. C'était la volonté de ne pas s'enfermer dans des étiquettes. Le général de Gaulle disait la France, ça n'est pas la gauche. La France, ça n'est pas la droite. La France, c'est
tous les Français. Attendez, c'est très important ce moment-là. Moi, j'ai travaillé avec un président de la République qui, pendant 5 ans, ne s'est jamais une seule fois, je le sais, j'étais à côté de lui, posé la question, quand il avait à prendre une décision, de savoir si c'était une mesure de droite ou une mesure de gauche, seulement si c'était une mesure conforme à l'intérêt général. Vous savez, le général de Gaulle, il a fait la sécurité sociale, hein, il a rétabli l'État. Bon, eh ben, il y a des libéraux qui n'aiment ni la sécurité sociale ni l'État. Bon, ça transgresse tous les clivages, mais c'est très important. Je vais vous faire une dernière citation que j'adore et que je fais partout, je ne vous la ferai pas avec l'accent, parce que ça vous ferait sourire. Mais mon ami Charles Pasqua disait... Mais étant de Marseille, ça ne me choquerait pas. Bon, alors je vous la fais. Voilà, il disait... Si être pour la justice sociale, c'est être de gauche, alors je suis de gauche. Si être pour l'ordre et l'autorité, c'est être de droite, alors je suis de droite. Voilà. Moi, je me reconnais dans cette... Je me reconnais... Eh bien, j'en viens à ma question. Dans cette droite-là, si vous voulez. J'en viens à ma question. Tout à l'heure, on entendait aussi dans ce reportage un jeune dire... Le gaullisme, c'est une adaptation à la situation actuelle. On a l'impression parfois que le gaullisme, c'est un peu comme dans les grands magasins, quoi. On trouve de tout et on prend ce qu'on veut. Oui, mais ça, on prend ce qu'on veut parce que c'est pas une idéologie. C'est pas un catéchisme. Le général, d'ailleurs, s'était toujours opposé à ce qu'on écrive une doctrine du gaullisme. Et d'ailleurs, il n'a pas écrit de doctrine, il a écrit des mémoires. Donc, c'est bien une histoire dont il faut tirer les leçons morales et politiques. Mais il disait aussi, c'est pas parce que y a pas un catéchisme du gaullisme et que je le récite pas que je marche sans savoir où je vais. Il y a aussi des principes. Oui, c'est une reconnaissance du monde tel qu'il est et de la manière et la volonté d'agir dans le monde tel qu'il est, mais pour des principes, au nom d'un certain nombre de valeurs. Dans le monde tel qu'il est, M. Guénot, est-ce que c'est pas un peu dépassé aujourd'hui de faire constamment référence au gaullisme? Mais même, regardez, même Édouard Balladur écrivait que c'était fini, le gaullisme est mort en 1970. Pardon, mais ça n'est pas ma référence intellectuelle, même si j'ai beaucoup de respect pour lui. Voilà, je vous rappelle que je n'ai pas partagé sa démarche politique. Voilà, on peut avoir des débats. Le gaullisme en tant qu'histoire est mort avec le général de Gaulle. Voilà, il n'y a pas de gaullisme sans de Gaulle de ce point de vue. Mais parce que j'en tire moi une signification morale et politique. Voilà. Donc pour moi, il y a une signification très profonde à cette histoire. Et elle m'inspire et elle me guide. Quand on vous dit que c'est la droite bonapartiste, le gaullisme... c'est juste encore une remarque sur le fait que c'est ringard ou démodé. Mais c'est une blague. Et le socialisme, ça date c'est bien plus ancien, c'est bien plus démodé, bien plus ringard. Et le libéralisme, madame, le libéralisme, ça date de la fin du XVIIIe siècle. Bon, vous croyez que c'est adapté? Et puis des libéralismes, il y en a des dizaines et des centaines, et vous ne demandez jamais à un libéral ce que c'est que le libéralisme. C'est quoi, Benjamin Constant ou Milton Friedman? Parce que le gaullisme aujourd'hui, dans l'air du temps, on entend constamment parler de gaullisme. Oui, mais le problème, c'est pas d'en parler. Le problème, c'est d'être crédible quand on en parle. Voilà, et d'en tirer des conséquences. Et d'en tirer des conséquences politiques. Non, c'est intéressant. Je voudrais vous faire entendre autre chose. Mais attendez, on reste dans le sujet. Le général de Gaulle, tout à l'heure, vous avez passé un extrait. C'est intéressant. Il dit la souveraineté du peuple. Eh bien, c'est un sujet politique majeur aujourd'hui. Il y a ceux qui sont, on l'a vu pendant la campagne présidentielle, il y a ceux qui sont pour la souveraineté du peuple, ceux qui sont pour qu'elle soit confisquée par les corps intermédiaires, par exemple. Bon, et bien voilà, il y a un débat politique. Moi, je suis gaulliste, je suis du côté de ceux qui ne veulent pas que les corps intermédiaires confisquent la souveraineté du peuple. Eh bien, justement, voilà. Je voudrais vous faire entendre un autre extrait du général de Gaulle. C'était le 7 juin 1959 à Roanne. Voilà ce qu'il disait. Il faut que la France soit un grand pays. S'il ne l'était pas, que feraient les Français, sinon de se battre les uns contre les autres, en attendant que quelques dominations extérieures viennent s'abattre sur nous. Donc voilà, il faut que la France soit grande parce que c'est ça qui unifie les Français. Mais attendez, tout procède du chef. Est-ce que vous croyez vraiment encore aujourd'hui qu'on attend que le chef nous dise voilà comment la France doit être grande? Mais ce n'est pas un problème de chef. Oui, moi, je suis pour l'élection du président de la République au suffrage universel et je suis pour qu'un homme assume la responsabilité du pouvoir suprême dans notre pays selon l'esprit des institutions de la Ve République, réformée en 62 par le général lui-même pour faire élire le président au suffrage universel. Il y a deux écoles en France. Ceux qui ne voient que la démocratie représentative, la démocratie des notables, des petits arrangements, celle de la Troisième et de la Quatrième République, et ceux qui la voient comme le général de Gaulle. Vous me direz c'est bonapartiste, ça m'est égal, j'assume volontiers ce qualificatif. Voilà,
je pense que avoir quelqu'un qui donne un visage à la responsabilité politique et à qui on peut demander des comptes, oui, c'est ma conception de la démocratie. Le référendum, oui, c'est ma conception de la démocratie. Je ne dis pas qu'il faut traiter tout par le référendum. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de la représentation. Mais je dis que la plus grande chose qu'on ait faite, c'était l'élection du président de la République au suffrage universel. Sur le traité européen? Mais le traité européen, c'est autre chose. Non, mais juste un mot, parce qu'on y reviendra après sur le traité européen. Il n'y a pas de transfert de souveraineté et c'est un traité c'est un traité de crise. C'est la même chose que le traité qu'avait passé, l'accord qu'avait passé la Grèce avec l'Europe. Ce traité de crise, si vous le remettez en cause, eh bien, vous faites éclater la crise. Mais il n'y a pas de transfert de souveraineté. Donc, il n'y a pas de nécessité de passer devant le peuple. Alors, je vous propose Mais ça ne préjuge pas de mon attachement total au référendum dans beaucoup de cas. Voilà. Je vous propose de descendre des sommets, de retourner dans la plaine et la médiocrité de la vie des partis politiques, le mode d'élection à l'UMP. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le gaullisme quand même. Oui, mais malheureusement, la grandeur de la France, vous trouvez qu'on en parle beaucoup, vous? Pour en revenir à votre candidature à la présidence de l'UMP, Monsieur Guénaud, vous avez espéré à un moment donné un ticket avec Christian Estrosi, député maire de Nice. Du tout. N'écoutez pas les rumeurs, les bavardages. Est-ce que je vous ai annoncé quoi que ce soit sur ce sujet? Non. Voilà. J'ai décidé d'être candidat. Je le suis. J'ai discuté avec un tas de gens. Vous n'avez jamais espéré un ticket avec Estrosi? Est-ce que j'ai annoncé à un moment mon intention de faire un ticket avec Monsieur Estrosi? Je sais pas, je vous pose la question. Non, voilà, j'ai rien annoncé. J'ai discuté avec un tas de gens. Monsieur Estrosi a fait un choix. Il a pensé que l'avenir de la France était entre les mains de François Fillon. C'est son choix et je le respecte. Voilà. Mais moi, j'avais décidé d'être candidat de toute façon. Voilà. Et donc, je suis candidat. Et on va revenir sur les raisons et on va revenir sur la façon dont ça se passe. Alors justement, pour être candidat, vous avez un obstacle vraiment de taille à franchir, c'est d'obtenir les 8000 parrainages, M. Guénaud. Alors, absolument. Si vous ne les obtenez pas... Si je ne les obtiens pas, ça prouvera que les... D'abord, ça prouvera que les adhérents de l'UMP à jour de cotisation n'ont envie d'avoir un duo entre M. Copé et M. Fillon. Voilà, vous savez, les partis, c'est comme les nations, ils ont la politique qu'ils méritent, c'est-à-dire celle qu'ils veulent. Voilà, les Français ont voté pour M. Hollande, ben voilà, ils ont M. Hollande. Bon, si les adhérents de l'UMP veulent qu'il n'y ait que 2 candidats à ces élections et pensent que l'un des 2 peut incarner aux yeux des Français ce que l'UMP veut être, eh bien, ce sera l'un des 2. Voilà. Ils auront un système coréen du Nord. Oui, c'est quelque part entre la Corée du Nord et Cuba, comme démocratie. Alors, c'est pas de la faute de ceux qui ça sont... va faire plaisir à Jean-François Copé, à François Fillon, quelque part entre la Corée du Nord et Cuba. Mais ça n'est de la faute ni de l'un ni de l'autre. C'est de la faute des gens qui, au moment de la fondation de l'UMP, ont fait ces statuts. Bon, 8000... Le problème est le suivant. On a 2 minutes, parce que je trouve que c'est intéressant pour tout le monde. Quand vous avez 500 parrainages à aller chercher avant les candidatures, vous pouvez y aller une par une, chercher 500. C'est pas une campagne, c'est autre chose. Quand vous en avez 8000, 3% des inscrits, ce qui veut dire que si on a un taux de participants par exemple, aux élections de 50%, ce qui dans un parti est déjà pas mal, ça veut dire 6% des votants. Mais il y a quand même 280 000 militants à jour de cotisation. Mais donc c'est énorme. Oui, non, mais entre 3% des inscrits ou presque 6% des votants, c'est énorme. Ça veut dire qu'il faut une vraie campagne. Comment faites-vous une vraie campagne quand vous n'avez pas accès aux fichiers ? Quand vous ne pouvez pas toucher les gens, quand vous n'avez aucun moyen matériel. Bon, à qui vous pensez en disant cela, M. Guénaud? Mais je pense. Vous avez une arrière-pensée, non, en disant cela? Pourquoi? Qui a accès aux fichiers? Parce que c'est interdit, parce que n'auront accès aux fichiers que les candidats qui auront réuni les parrainages. C'est-à-dire qu'on a considéré que cette partie du processus n'était pas dans la campagne, comme pour les présidentielles d'ailleurs. Aller avant la campagne, c'est pas la campagne. Vous n'êtes pas dans le cadre des règles d'équité. Mais c'est très intéressant parce que, en réalité, compte tenu de la quantité de parrainage qu'il faut, ça ne peut être qu'une vraie campagne. Et certainement, c'est une vraie campagne sans équité. Je vous donne Puis alors en plus, comme on n'avait pas l'habitude de ce genre de choses, les règles changent sans arrêt. Je vous donne un exemple assez extravagant. Sous la pression d'un certain nombre de candidats, la commission de contrôle des opérations électorales de l'UMP a décidé d'envoyer la liste des candidats avec leurs adresses à tous les adhérents à jour de cotisation. La liste au 28 août. Bon, moi, je n'étais pas encore candidat, donc j'aurais pu espérer qu'ensuite, elle envoie une deuxième liste corrigée.
puisqu'elle n'avait jamais annoncé une date limite pour présenter sa candidature. Elle ne le fait pas. C'est un déni de démocratie, c'est un déni d'équité. On est dans un truc qui n'a rien à voir avec la démocratie. Et il faudra en tirer les conséquences. Bien, ce sont des règles qui vont s'imposer à nous cette fois-ci, mais quand même, il faut le dire, c'est quand même un système abracadabrant, voilà. Abracadabrantesque, comme dirait si M. Chirac. Une innovation sémantique, c'est pas une question très courte, M. Guénaud. Mais je me plie aux règles. Est-ce que vous seriez prêt à faire alliance avec Xavier Bertrand, quand même, ou encore Bruno Le Maire? Pour l'instant, il n'est pas question d'alliance. Il est question de demander aux adhérents si ce qu'ils veulent vraiment, c'est que l'histoire s'écrive telle qu'elle est déjà écrite, continue de s'écrire telle qu'elle est déjà écrite d'avance, ou s'ils veulent autre chose. Voilà. Et puis, avant d'aller déposer des candidatures, on fera des trios. Si on a si j'ai mes signatures, bien je consulterai des gens pour venir avec moi, puisqu'il faut être 3. Et si je ne les ai pas, eh bien je regarderai le spectacle. Voilà, et je le commenterai. Merci Farida. Je vous